C'est un collègue et un confrère que je reçois aujourd'hui, puisque Philippe Fievé, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi journaliste pour Paris Match Belgique, mais pas que, vous êtes aussi auteur. C'est pas votre premier livre, même si celui dont on va parler aujourd'hui, Sur un air d'opéra bouffe, et quelque part, j'allais dire, c'est une version augmentée. Absolument. La première édition a été publiée à Paris en 2020 par un éditeur, par les éditions Sans Escale. Et ici, Geneviève Lacroix, qui est directrice d'une collection qui s'intitule Savoir et Saveur, m'a proposé une réédition augmentée, c'est-à-dire que j'ai retravaillé le texte pendant 6 mois, et j'y ai ajouté quelques recettes familiales, ou des recettes de mon cru, puisque j'ai élevé mes enfants seuls quand même pendant de longues années. Et comme j'avais quelques sources bien informées au niveau de la gastronomie, j'ai pu leur faire goûter un certain nombre de choses. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Alors, sur un air d'opéra bouffe, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Est-ce que c'est une espèce d'enquête dans le milieu des guides gastronomiques? Enquête, oui. C'est un milieu qui a beaucoup changé aussi ces dernières années. C'est ça aussi que vous mettez en avant dans le livre. Absolument. J'ai du mal à qualifier ce qu'est réellement cet ouvrage. Je ne suis pas le seul, puisque le premier éditeur français parlait d'un roman. Chez Academia, on penche plutôt pour l'essai. En fait, c'est une chronique dans une certaine mesure, mais qui est quand même romancée. Oui, basée sur une série de faits réels et de vraies maisons, mais autour desquelles vous avez tourné, si j'ose dire. Oui, on peut même pas dire que j'ai brodé, parce qu'il y a certains éléments de ma vie privée qui sont emportés dans le mouvement, puisque c'est vrai que c'est une profession qui exige, qui est très chronophage. Et donc voilà, quant à l'ouvrage en lui-même, oui, c'est en fait toute une investigation dans le monde de la gastronomie, mais c'est aussi une pérégrination parmi les guides, parmi les revues gastronomiques, à une époque, comme vous le disiez, où dans les années 90 à 2000, on assiste à un véritable âge d'or de la gastronomie en Belgique. Oui, alors il y a évidemment, quand on parle guide gastronomique, mais là c'est peut-être une référence culturelle liée à ma génération, moi, je vois l'île ou la cuisse, le guide du chemin. Absolument. Qui était quand même une belle satire du guide Michelin à l'époque, avec De Funès et Coluche. Et donc les gens qui se baladent incognito dans les restos avec une petite moustache et des éprouvettes pour récolter des échantillons. Aujourd'hui, c'est un métier qui a fort changé, voire même qui est peut-être un petit peu en voie de disparition, non ? Je pense qu'il est plutôt en voie de disparition. Et c'est vrai que la référence à l'aile ou la cuisse est une référence quasi universelle de ce guide que certains en Belgique appelaient le guide des pneus, avec une certaine nuance de mépris, laissant entendre que Michelin n'avait pas à insérer de la publicité parce qu'on n'en avait pas besoin, puisque Michelin avait d'autres activités, ce qui n'était pas le cas d'autres guides comme le Goemio et le seul guide belge d'importance qui a disparu corps et biens il y a déjà quelques années. Alors ici, donc, on va pouvoir évoluer avec rencontrer différentes personnalités. Tout ça est organisé, selon le titre du livre, à la manière d'un opéra bouffe, donc par acte en fait. Par acte, avec un certain sens de la dérision et de l'ironie. Oui, c'est écrit pour être drôle aussi. Oui, c'est d'abord amusant. Ce qui est moins amusant, c'est la balance, qui dit oui, qui dit non. Oui, alors ça j'ai remarqué parce que le narrateur, on va dire, je ne sais pas si on peut considérer que c'est le narrateur qui met son poids à la fin de chaque chapitre, mais il passe quand même de 70 kilos, je crois, quelque chose comme ça, à 120 kilos à l'avant-dernier chapitre, et au dernier chapitre, la balance a explosé. Oui, il se transforme en bonhomme Michelin, en quelque sorte. Comme c'est souvent le cas de cette profession, quand elle était réellement une profession. J'ai rarement rencontré des chroniqueurs culinaires qui étaient filiformes. Oui. Les restaurateurs se confient encore aujourd'hui facilement sur leur métier, ou c'est quelque chose aussi qui, comme pour pas mal de métiers aujourd'hui, où la communication a tendance à se restreindre un petit peu? Je ne pense pas que la communication soit restreinte. On retrouve toujours les ingrédients de base, la passion, le narcissisme, la passion du métier, certainement. Par contre, comme vous le soulignez, c'est un monde qui a terriblement changé. L'Horeca a subi des crises successives. Ce n'est plus du tout le même monde. Quand je parle d'âge d'or dans les années 90, c'était vraiment un âge d'or parce que il y avait beaucoup moins de contraintes de la part des chefs. Disons-le franchement, ils pouvaient faire allègrement du noir comme ils l'entendaient.
hein, on peut le dire, et les dessous de table existaient dans tous les sens. Maintenant, évidemment, on est dans un monde beaucoup plus, je dirais, surveillé, plus réduit. L'ORECA se retrouve aux prises avec des problèmes, notamment de main-d'œuvre. On ne trouve plus le personnel compétent, et je crois qu'il n'y a pas un restaurateur qui ne s'en plaigne. Oui, et qui ne se plaignent aussi du fait que, avec la flambée des prix de l'énergie ces dernières années aussi, ça a rendu le métier un peu plus difficile. Ici, on entre avec vous dans les coulisses, quelque part. C'est ça aussi, vous nous prenez par la main, vous nous emmenez dans les cuisines, dans les frigos, quoi. Dans les cuisines, dans les frigos, sous la table, au-dessus. Oui, dans toutes les situations possibles et imaginables. Il faut bien reconnaître que c'est une histoire un peu croquignolesque et qui se prête à toutes les indiscrétions en réalité, aussi bien de la part des dîneurs que de la part des chefs, que de la part des guides, avec des petits arrangements entre amis, notamment pour les guides. Chacun d'entre eux, d'ailleurs, fait sa petite popote qui n'est pas toujours des plus appétissantes. Sur un air d'opéra bouffe, parce qu'en fait, quelque part, ce livre, c'est un peu votre partition aussi. En l'ayant découpé en actes, oui, d'une certaine manière, vous rejoignez un petit peu cet autre art. Absolument, il y a une petite place à la musique, à la ritournelle, et finalement, chaque vie en soi, comptée dans ce livre, est une ritournelle à part entière. Oui, vous le dites d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de points communs entre la cuisine et le sexe, mais aussi avec la musique, je trouve, hein, parce que il y a aussi dans le tour de main, il y a quelque chose de dans le savoir-faire. De léger. Oui, exactement. Le fait d'y avoir mis aussi des recettes, vos recettes à la fin de l'ouvrage, les recettes très variées, hein, parce que ça peut être la salade liégeoise, que j'adore parce que ça goûte le vinaigre et que j'aime bien le vinaigre, au boulet, par exemple, sauce lapin, qui sont aussi des trucs... boulet, sauce lapin. Oui, voilà. Boulet. Pas poulet. Poulet, c'est ce que je voulais dire. Oui, excusez-moi. Voilà, c'est de la cuisine de tous les jours. Ça tranche peut-être un petit peu avec la cuisine très élaborée qui est abordée dans le récit. C'est justement, d'abord parce que je ne suis pas à même de concurrencer les chefs dont il est question ici, qui comptent parmi les plus importants quand même que le pays a connus. Mais aussi parce que justement, je voulais faire le pendant, le fait d'apprécier la bonne chair, ça peut commencer tout à fait simplement en rappelant que finalement un repas, c'est d'abord un partage, que ce soit avec ses enfants, en famille ou avec des amis. Et du plaisir aussi. Et du plaisir. Et le plaisir, justement, dans ce livre, a une très grande importance à tous les niveaux. Oui. Plaisirs qui peuvent parfois effectivement être simples, ça n'a pas besoin d'être forcément compliqué. Absolument. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, il y a quelques années, une grande tendance chez les chefs, singulièrement en Belgique, à aller de plus en plus vers, quelque part, la pureté du produit et vers le moins de transformation possible ? C'est une évolution dont on parlait déjà jadis et qui s'est effectivement renforcée, surtout à une époque où il y a matière à suspicion quant à la qualité des produits. Oui, on est encore là-dedans aujourd'hui, on est encore dans le tout au produit et un petit peu moins... De plus en plus. Il suffit de voir l'intitulé des cartes, on est dans les produits qui sont associés les uns aux autres, avec leur provenance, souvent. Vos noms d'actes sont comme des noms de plats, mais avec un petit côté lyrique aussi. Vous les avez, entre guillemets, empruntés à des vraies cartes, ou bien c'est sorti tout droit de la tête ? Non, ce sont des mets que j'ai souvent eu l'occasion de déguster, pour la plupart. Qui sont liés aussi aux personnages auxquels vous faites référence. Qui sont liés aux personnages, ou qui ont une importance dans le récit, du moins dans la scène ou l'acte dont on parle. D'accord, je voulais en citer quelques-uns, mais évidemment, on a aussi bien pertes et fracas que la dernière scène pour le dernier chapitre, quoi. Évidemment, la dernière scène... Ça s'imposait un peu. Ça s'imposait. Oui. Voilà, c'est du plaisir à l'état brut. Donc, le seul problème, je pense, c'est que comme votre narrateur voit sa balance exploser dans le livre, au fur et à mesure de la lecture, on va avoir de plus en plus faim. C'est un peu le revers de la médaille. Et soif aussi. Et soif, car le vin a une importance capitale, à travers notamment Éric Boschmann, qui intervient dans l'ouvrage, car plusieurs personnalités connues, qui œuvrent encore aujourd'hui, sont non seulement mentionnées, mais ont droit à quelques pages. Le vin, très important, mais moi j'ai quand même remarqué ces dernières années, alors on va dire quoi, ces 15-20 dernières années, une remontée en puissance et une nouvelle considération pour la bière aussi, qui avait tendance à être un peu le parent pauvre du repas. Quand j'étais gamin, c'était vulgaire presque. Aujourd'hui, la bière a retrouvé ses lettres de noblesse chez nous, à côté du vin.
la bière et la cuisine à la bière, Ouais. qui reste quand même, je dirais, une spécialité belge quand même. Je remarque aussi que de plus en plus, que ce soit pour le vin ou pour la bière, on s'oriente vers des produits sans alcool. Ça, c'est une tendance lourde de ces toutes dernières années. Ouais. Et je pense que c'est une tendance qui va se confirmer de plus en plus. Est-ce que ce sera aussi bon? J'ai mes doutes personnellement, mais j'entends dire que dans le Bordelais, par exemple, il y a une crise majeure parce que les gens consomment moins de Bordeaux. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de viticulteurs s'orientent maintenant vers des productions de vins sans alcool. Ou en tout cas avec des teneurs d'alcool peut-être moins fortes que celles qu'on a connues à une époque où deux verres vous assommaient. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment être assommé en ayant bu deux verres de vin? Non, il ne faut pas oublier qu'en gastronomie, l'accord des vins et des mets, c'est quand même ça qui mène la danse, en fait. Hein. Ouais. Si vous, comme certains Américains, vous attablez dans un restaurant gastronomique en Belgique, que ce soit comme chez soi ou ailleurs, et que vous commandez du coca, il me semble qu'il y a une dimension que vous perdez. Oui, et que vous allez être un peu mal perçu peut-être. Absolument, j'ai même connu un chef qui a refusé de leur servir du coca. Il y a des endroits où on n'en trouve pas d'ailleurs. Il y a des endroits où on n'en trouve pas. Absolument. Voilà, donc comme ça, il n'y a pas de problème, l'affaire est réglée déjà Voilà. avant même de s'asseoir. Donc autant le savoir. Oui, exactement, regardez la carte d'abord. Sur un air d'opéra bouffe de Philippe Fievé, c'est aux éditions Saveur et Savoir. Merci Philippe. Merci beaucoup.